de Christophe Colomb, il fallait tenir aussi compte de ce phénomène. Voilà. Donc l'astrolabe nautique, lui, il ne sert qu'à mesurer la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon à 1000 heures solaires pour calculer sa latitude. Est-ce qu'on sait à partir de quelle année les bateaux étaient équipés de ça? C'était Christophe Colomb, ça c'est sûr. Alors est-ce qu'il y a avant, je ne sais pas trop, je ne saurais pas dire, mais Christophe Colomb, c'est sûr, il avait ce genre d'instrument. C'était indispensable, je suppose. Dès qu'on quittait la navigation côtière, Voilà. oui. C'est-à-dire que pendant longtemps, on n'a fait que de la navigation côtière. À partir du moment où on a perdu de vue, on s'est éloigné, on a perdu de vue les côtes, il fallait absolument... Alors là, le jour où Vasco de Gama est passé dans l'hémisphère sud, ça leur a fait drôle, parce que du coup, il n'y avait même plus de repères au niveau de l'étoile polaire, et puis en plus, bon, ça ne fonctionne plus tout à fait de la même façon. Ah, attendez, on a une question. Parlez dans le micro. Alors, on m'avait tout coupé. Voilà. Je ne sais pas si on m'entend bien dans le micro. Là. Bien, parle bien. Alors, moi je connaissais mieux, mais pas parfaitement, de loin là, l'utilisation du sextant en mer, etc. Vous pouvez situer le sextant par rapport à l'astrolabe, etc. Oui. À peu près. Hein. À peu près. Ben, le sextant, il apparaît au XVIIIe siècle. C'est beaucoup plus tardif. En fait, le sextant, il a détrôné l'astrolabe parce que le sextant est muni d'un système de visée optique qui permet de faire sur des bateaux des prises de mesure beaucoup plus aisément qu'un astrolabe. Hein, le sextant, c'est beaucoup plus tardif par rapport à l'astrolabe. Oui, tout à fait. Merci. Question là. Dans les astrolabes qui ont circulé, il y en a une qui nous indique les 5 heures des prières musulmanes. Oui. Vous avez parlé des 2 prières, qui restent les plus faciles, puisqu'elles se produisent quand le soleil est présent, celle de midi, un petit cheval, celle de notre Maghreb, l'après-midi. Par contre, pour les prières crépusculaires, celles qui se produisent 18 degrés avant le lever du soleil et le soir au coucher, on ne peut pas utiliser le soleil dans les cadrans solaires, ça s'arrête là. Par contre, avec l'astrolabe, on y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle étoile on utilisait et, quel était le choix des étoiles et pourquoi ces étoiles-là? Alors, sur un astrolabe ottoman, ou en tout cas arabe, qui tient compte, qui a le tracé des prières musulmanes, en fait, l'utilisation, comment vous expliquer, sans démonstration avec l'astronomie, en fait, les courbes qui sont tracées vont permettre de lire pour un jour donné l'heure de la prière. L'heure de la prière. C'est-à-dire qu'en fait, la courbe est déjà tracée de façon à lire directement l'heure sur l'astrolabe. Alors, à nos latitudes, les moins 18 degrés sous l'horizon, ça ne tient pas la route. Parce que ici, au solstice d'été, quelques jours avant et quelques jours après le solstice d'été, le soleil ne descend pas 18 degrés sous la ligne d'horizon. Alors à Paris, la chose curieuse, c'est qu'effectivement, dans les règles édictées par Al-Biruni, les heures des prières sont symétriques, crépuscule du soir, crépuscule du matin, moins 18 d'un côté, moins 18 de l'autre. À Paris, c'est moins 16, si ma mémoire est bonne, pour celle du soir, et moins 14 pour celle du matin. Et donc, la courbe qui est tracée, et sur l'astrolabe cadran, on le voit là, la courbe qui est tracée permet de lire directement l'heure à laquelle on doit faire la prière. On ne mesure rien, on lit l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on règle, sur le fil à plomb, il y a une petite perle qu'on règle sur la valeur de la longitude écliptique du Soleil, d'accord? Et ensuite, cette perle, une fois réglée sur la longitude écliptique, on amène le fil avec sa perle sur la courbe de prière pour laquelle on veut lire l'heure. Et on lit directement l'heure. Alors, on ne mesure rien, de nuit, on ne mesure rien. Effectivement, les autres prières, c'est... alors, la prière du déclin du soleil, c'est Maghreb, celle de juste après-midi. Ensuite, il y a l'Ashre, qui est la prière de l'après-midi. Alors, la prière de l'après-midi, en fait, c'est une règle qui dit qu'il y a un intervalle de temps pour faire cette prière. D'accord? Donc, en fait, on voit souvent 2 courbes pour cette prière, qui définit l'intervalle de temps. Et ces courbes permettent là, non pas de lire l'heure, mais de lire la hauteur du soleil qui va définir le moment de la prière. Effectivement, le jour, c'est comme ça, c'est la hauteur du soleil. Et ensuite, il y a la prière du coucher du soleil. Alors, ici à Paris, en fait, c'est pas tout à fait au moment du coucher du soleil, c'est 6 minutes après. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Les règles ont été adaptées, ont changé en fonction des époques et des endroits où la religion était pratiquée. Et ensuite, on a les 2 prières de crépuscule du soir et du matin. Moi, longtemps, j'ai cru que l'astrolabe avait été inventé
soi-disant pour des histoires de prières musulmanes. Enfin, je suis quand même heureux de voir que ça date des Grecs et ça n'avait rien à voir avec les prières. C'était quand même un instrument scientifique. Oui, c'est un instrument scientifique, mais ça n'empêche que dans l'Occident chrétien, les fameuses heures inégales. Ah oui, les heures inégales, oui, exact. La tierce, c'est quoi la prière tierce? C'est la prière qu'on fait 3 heures, heure inégale, après le lever du soleil. Oui, je crois, à l'Observatoire de Paris, il y a une horloge avec les heures inégales, il me semble. Ah oui? Oui, oui, dans la grande salle. Donc en fait, le tracé des heures inégales qu'on a là, qui en fait sont situées sous la ligne d'horizon pour ne pas surcharger ce qu'il y a au-dessus de la ligne d'horizon, qui est déjà pas mal chargé, en fait, on lit, quand on se promène dans les heures inégales, on lit l'heure, la valeur de l'heure de nuit. Donc il faut par comparaison, par symétrie, par soustraction, calculer l'heure de jour, hein, évidemment. Donc les heures inégales qui sont dans cette partie-là du tympan, ce sont celles qui permettaient de déterminer les heures des prières catholiques. D'accord, oui, vous avez raison. Bon, il y a une question encore? Ensuite, c'est toi, il y a un monsieur qui a levé la main avant. Près du micro, s'il vous plaît. Si j'ai bien compris, ça n'utilise que les étoiles, pas les planètes. Ah, on peut utiliser les planètes. Les mouvements des planètes sont tout à fait réguliers, notamment Mars avec un mouvement rétrograde. Ah oui, mais alors là, on n'en était pas là. non, alors attendez. En ce qui concerne la Lune et les planètes, on a eu très tôt des éphémérides qui nous donnaient les positions des planètes et de la Lune par rapport aux étoiles sur le critique. D'accord? Et donc, bien que les planètes ne figurent pas sur pratiquement tous les astrolabes planisphériques, on peut se servir on peut mesurer la hauteur de la Lune au-dessus de l'horizon, ayant des éphémérides qui nous donnent la position de la Lune sur l'écliptique, on règle l'ensemble et on peut très bien dire l'heure grâce à la Lune, ou grâce aux planètes. Pareil. La deuxième question, c'est, vous avez parlé de longitude. C'est la longitude écliptique, c'est pas la longitude terrestre. Non, écliptique. Comment les navigateurs s'en servaient pour trouver la longitude? Ah non, c'est pas ça. Non, là, cet instrument-là n'a jamais servi à résoudre le problème de la longitude. Hein? Jamais. Non, ça il va falloir attendre. La longitude, c'est John Harrison, oui. avec le chronomètre marin. Ah, mais les essais de Galilée, avec son Jovilab auparavant. Ah, en tout cas, le chronomètre de John Harrison, vous l'avez vu quand on a visité Greenwich, pour ceux qui sont venus. Dernière question, Paul-André. Y a-t-il eu des astrolabes émaillés? Oui, on pourrait penser. Non, alors, il y a eu des astrolabes en métaux précieux. Pourquoi? Pour prendre ton bain avec? Pour éviter. Non, mais. Pour la préciosité, oui. Et en plus, ça a été une découverte, l'émail a été une découverte au XVe siècle. Tout à fait. Il ne faut pas l'oublier. Oui, non. Alors, des astrolabes émaillés, non. Moi, j'ai eu. De mémoire, je ne sais plus, j'ai fait une lecture d'un ouvrage dans lequel on parlait de sphères armillaires qui, certains anneaux étaient émaillés, effectivement, mais en ce qui concerne les astrolabes, non. Par contre, il y a eu des astrolabes en métaux précieux, alors en argent, quand je dis métaux précieux, en argent, et certains instruments recouverts de feuilles d'or, et sur l'araignée, ça devait être vraiment très kitsch, des pierres précieuses de couleurs différentes, pour simuler, pour reproduire la couleur des étoiles. Bon, vraiment la dernière des dernières questions, là. Je voulais savoir comment vous faites pour dater les astrolabes. J'entends pas. Je voulais savoir comment on faisait pour dater les astrolabes. Et également, dans les salles de vente, on peut dater les astrolabes. Alors, il y a plusieurs façons de dater un astrolabe. La première est, d'une part, de relever systématiquement la position des étoiles qui figurent sur l'instrument. Mais ça suffit pas.
C'est-à-dire qu'en fait, dans la construction des astrolabes, ça a été très compliqué. Aujourd'hui, on a des logiciels, on a tout ce qu'il faut pour avoir en un tour de main les coordonnées équatoriales ou écliptiques des astres. D'accord ? À l'époque, on avait des tables, alors les tables alphonsines, des tables, etc., des tables de référence qu'on utilisait pendant des décennies, voire des siècles. Alors, au début, les tables sont justes. 300 ans, 400 ans après, elles le sont moins. Alors là, effectivement, ça ne donne pas une indication très précise de la date de la fabrication de l'instrument. Alors, je vous ai dit, la plupart, beaucoup d'instruments sont signés, voire datés. Parce que ça, c'est vrai que si vous tombez sur un instrument qui a l'air vieux, qui n'est pas signé, qui n'est pas daté, déjà, il faut s'interroger sur son authenticité, effectivement. Mais la datation après, elle peut venir du fait qu'on peut analyser la composition de l'alliage de l'instrument en fonction des époques, que les tons ne comportent pas les mêmes proportions de zinc. Et le travail du métal